Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous avertir, vous l'entendez à ma voix hyper nasillarde, que je suis malade. Je me tape une grosse rhinopharyngite combinée d'un début d'otite assez carabiné. Donc je ne suis pas très en forme pour faire des vidéos, c'est pour ça aussi que ça a traîné. Mes excuses, je crois que ce ne sera pas ma meilleure vidéo, hein. Je vous demande de comprendre cela. Donc entrons dans le vif du sujet, nous sommes tous en effervescence depuis l'annonce, il y a 2 jours, de DaVinci Resolve 16. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier tous très chaleureusement d'avoir été si nombreux à suivre le Yak Live organisé par Erwan où j'ai participé. Ce fut un vrai plaisir et une expérience plus que satisfaisante de participer à ce direct live. Je vous remets le lien en description vers le site yakakak.fr pour ceux qui veulent voir le direct en différé et qui n'ont pas pu participer au direct live. Revenons-en maintenant à DaVinci Resolve 16 que j'expérimente depuis 2 jours. Donc la grosse nouveauté de ce Resolve 16, c'est bien entendu une nouvelle page, ce qui nous a, je crois, tous un peu surpris, hein, puisqu'on avait maintenant tous les traitements, les pages dédiées à chacune des applications de post-production. Vous ne pouvez pas s'attendre à ce qu'ils rajoutent une nouvelle page. Eh bien si, la page Cut. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur la page Cut, que je suis en train de tester, d'expérimenter. Je pense que ça mérite une vidéo dédiée, que je vous ferai le plus vite possible. Je suis en train de la tester en remontant Act dedans, justement, pour voir un peu ses fonctions. Voilà, donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo dédiée à la page Cut. Donc, en ce qui concerne la page Fusion, étant donné que je ne suis pas un spécialiste en effets spéciaux et que je ne suis pas un spécialiste en Fusion, je vous recommande plutôt d'aller sur le site d'Erwan, yakakak.fr. Encore une fois, hein, je suis sûr que ce dernier va très vite nous faire des vidéos sur les nouvelles fonctions dans DaVinci Resolve 16 de Fusion et les nouveautés au niveau de la version standalone de Fusion. En ce qui concerne la page Fairlight, que je ne maîtrise pas beaucoup non plus, il y a énormément de nouveautés, il y en a bien un millier. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous désirez que Grégoire, mon frère, ingénieur du son, revienne une fois et qu'on fasse un tour de Fairlight 16 à nous deux. Hein, voilà, donc moi ce que je vous propose dans cette vidéo, on va se concentrer sur la page Edit, les nouveautés de la page Edit, et la page Color, celle que j'utilise le plus souvent et celle que j'aborde le plus souvent dans les tutos, ce qui fera d'ailleurs une bonne suite sur le début de ma formation DaVinci Resolve 15 où on a vu le montage, on a commencé l'étalonnage. Donc, au niveau Edit, tout d'abord, disons-le, une nouveauté qui va, je pense, ravir grand nombre de mes suiveurs qui se sont retrouvés dans une impasse et qui ont eu beaucoup de problèmes pour leur mélange de framerate, leur mélange de format dans DaVinci Resolve. Si maintenant je fais clic droit et que je fais une nouvelle timeline, CTRL-N, regardez, vous avez une nouvelle option ici, Use Custom Settings. Et vous l'avez compris, ces Custom Settings, ils vont vous permettre de créer une timeline personnalisée en personnalisant son format, en personnalisant le monitoring et la sortie. Ce qui est assez génial. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mes suiveurs qui vont pousser un soupir de soulagement parce que beaucoup se sont retrouvés dans l'impasse du fait que lorsque on avait ici dans les master settings définis un framerate notamment de projet, il était impossible, une fois qu'on avait importé des plans, de modifier ce framerate. Et donc du coup, si on voulait de nouveau faire un montage dans tel framerate ou autre, ça devenait impossible, il fallait que Resolve adapte en fonction du framerate. Et donc maintenant, vous n'allez plus vous prendre la tête parce que ce qu'il suffira de faire, précision, une fois que vous avez créé une première séquence, il est possible de revenir sur les réglages. Donc ce que je fais en fait ici, c'est que je fais clic droit, Timeline, et je fais Timeline Settings, voilà, ici. Et donc je peux revenir. Cependant, vous pouvez voir, donc je vais cliquer ici sur Use Custom Settings, que comme on est sur le même moteur de Resolve 15, il n'est toujours pas possible de modifier le framerate existant. Cependant, ce que vous pouvez faire à ce moment-ci, c'est créer une nouvelle timeline. Là, cette fois-ci, en utilisant les Custom Settings, vous allez pouvoir changer le framerate. Donc, par exemple, 30. Voilà. Test framerate. Voilà. Et donc, maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, je vais mettre le stack timeline. Je reprends ici ma séquence qui a été faite dans un autre framerate. Vous faites CTRL-A, CTRL-C. Vous allez sur votre nouvelle séquence dans un framerate différent et CTRL-V. Et voilà, vous allez pouvoir réadapter tout de suite vos séquences dans un autre framerate sans devoir changer de projet, sans devoir recréer un projet, etc., etc., etc. Bien, donc ça, c'est une nouveauté plus que bienvenue et qui va enlever beaucoup de frustration chez pas mal de mes suiveurs. Voyons les quelques nouveautés légères mais intéressantes au niveau du dérochage. Comme vous pouvez voir ici, donc, par défaut, quand j'utilise les métadonnées, etc., personnalisées, je suis en vue. Je vais monter la page du Media Pool. Donc je suis en vue liste pour avoir accès aux métadonnées. Alors maintenant, quand vous êtes dans la représentation avec les vignettes, vous allez pouvoir ici, regardez, il y a une nouvelle petite icône classée même avec les vignettes en fonction par exemple du file name, en fonction de la
durée, comme on le retrouve dans la représentation en liste, hein, ce qui est, voilà, vous pouvez même classer par shot, par scène, etc. Donc tout, vous allez pouvoir justement reclasser vos médias en restant dans la vision par vignette, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, allons un instant sur la page média. Regardez ici dans mes Smart Bins, j'avais créé plusieurs Smart Bins. Donc une fois que j'ai commencé mon dérochage de actes, classant par plan, par scène, par plan de coupe, etc. Et donc ici, regardez, j'ai un Smart Bin qui s'est ajouté, que je n'ai pas rajouté moi-même, qui s'appelle Keywords. En fait, c'est tout simple. Lorsque vous allez sur, je vais aller sur un plan, voilà par exemple, et donc du coup, je vais aller dans les métadonnées. Et je vais prendre la métadonnée Keywords. Et donc je vais par exemple tout de suite mettre Ornella. Tac. Et maintenant, vous allez voir que, tac, voilà, je retrouve tout de suite. Donc, ça facilite votre travail. Ça veut dire que lorsque vous êtes sur un de vos plans, vous pouvez tout de suite mettre un keyword. Vous n'avez pas besoin de créer de Smart Bins. Il va automatiquement recréer le Smart Bins par keywords. C'est pratique. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dans Final Cut Pro 10. Oui, il ne faut pas vraiment beaucoup chercher l'inspiration de Blackmagic sur où est-ce qu'ils ont été chercher les nouvelles fonctions. C'est encore une fois chez Apple. Voilà, donc, ce qui est assez pratique. En revanche, réflexion qui a été faite par une de mes connaissances, toujours pas possible d'appliquer directement une métadonnée sur une partie de plan. Donc voilà, ça c'est toujours en demande. On espère que ça viendra prochainement. Ensuite, au niveau du dérochage, une nouveauté que j'ai testée mais qui malheureusement n'est pas du tout au point, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans Resolve utilisant le Deep Learning. Rien que ça. Parenthèse, si vous vous posez la question qu'est-ce que c'est que le deep learning, je vous invite à voir, je vous mets la fiche ici pour aller voir la vidéo de Science Étonnante, David Loapre, qui explique ça très bien, ce que c'est que le deep learning. Donc l'une des premières applications de cette intelligence artificielle, c'est la reconnaissance faciale. On va pouvoir utiliser un algorithme qui va tenter de reconnaître les visages dans vos différentes vidéos, vos différents plans, et ensuite créer des collections intelligentes pour retrouver immédiatement les plans utilisant tel ou tel personnage. Ce qui peut être pratique. Cependant, je l'ai testé et je dois vous avouer que c'est pas au point. Mais alors pas au point du tout. Moi en tout cas ça ne fonctionne pas du tout. On va refaire ici, regardez, je vais sélectionner mes plans, je vais faire clic droit et je vais faire Analyze Clips for People. Voilà, il est en train d'analyser. Je vais faire appel à ma magie du montage vidéo pour que tout ceci aille plus vite. Et voilà, et vous pouvez voir qu'il n'a détecté qu'un visage, en l'occurrence le mien, qui ne suis même pas acteur, mais qui était assistant réel sur le tournage. Hein. Donc je peux mettre mon nom ici, et je vais retrouver immédiatement, voilà, Corentin, mais vous voyez, vous pouvez voir que tous les plans où il y a Hotman, où il y a Ornella, eh ben, il ne les a pas détectés. Il détecte des personnes qui ne sont pas intéressantes, il y en a plein qu'il ne détecte pas. D'autre part, j'avais essayé sur Quatuor, et là, il m'a détecté des objets qui n'étaient même pas des visages. Bref, pas au point du tout sur cette bêta, la Face Detection. Je vous déconseille de l'utiliser. Enfin, laissez-moi peut-être dans les commentaires si chez vous ça marche mieux, mais chez moi, en tout cas, c'est vraiment, vraiment pas du tout au point. Alors, quelques fonctions implémentées directement dans la page Edit. Nous avons un nouvel utilitaire, je vais aller ici dans Inspecteur, de Retime. Donc je ne vais pas le refaire ici. Ceux qui n'ont pas vu mon tuto, je vous invite à aller voir celui où je parle de modifier la vitesse dans DaVinci Resolve pour comprendre comment ceci fonctionne. Donc ce qu'il y a de nouveau avec la version de DaVinci Resolve 16, avec le flux optique, un motion estimation plus performant, donc d'autres options, standard better, unset better, etc. Et nous avons donc le speed warp qui fonctionne de façon beaucoup plus précise. Alors j'ai testé sur 2-3 plans ici, j'ai pas vu de différence flagrante avec la technique habituelle. Maintenant, je n'ai probablement pas les plans adaptés. Il faudrait que j'essaye avec d'autres plans. Donc voilà, donc je vous invite ici à tester par vous-même sur certains de vos plans le Motion Estimation Speed Warp. Ici qui fonctionne donc avec le Retime and Scaling. La nouveauté qui va également intéresser pas mal de gens, c'est que la stabilisation, donc ceux qui connaissent la page color, autrefois si on voulait stabiliser un plan, il fallait aller dans la page color ici sur le tracker et aller directement sur le stabilisateur. Et donc ici vous allez retrouver l'option hop directement sur la page Edit. Ce qui est très pratique, ça va vous permettre de stabiliser vos plans directement sans devoir passer par la page color. Eh bien, on peut faire un test. On va essayer donc, en caméra lock, de stabiliser tout ça. Ah bah, ça fonctionne plutôt bien.
Ça fonctionne même plutôt très bien. Ici, évidemment, le problème étant qu'on a des flous hein, et on a des légères déformations à cause du rolling shutter, hein, ce que la stabilisation ne corrige pas. Mais voilà, ça fonctionne vachement bien en mode similarité ici pour ce plan. Il faut, petite astuce, si vous stabilisez un plan et que vous n'êtes pas du tout satisfait par la stabilisation, essayez peut-être une autre méthode. Vous avez la méthode perspective, similarity et translation. Si vous voyez que quand vous avez stabilisé un plan là, ce n'est pas du tout convaincant, essayez une autre et restabilisez. Hein, un autre mode et restabiliser. Vous allez voir que selon le cas de figure, le mode va vraiment changer la donne. Je vous reparlerai de tout ça lorsque je vais faire un tuto plus avancé sur la stabilisation de plan. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouveauté très très chouette et vraiment bienvenue. Ensuite, une autre fonction que les utilisateurs, notamment de Premiere, vont se ravir de retrouver dans DaVinci Resolve. Si je vais maintenant dans Effect Librairie, je vais aller sur Effect, vous retrouvez maintenant le nouveau Adjustment Clip, c'est-à-dire le calque d'effet. Ça, c'est génial. Donc, en fait, ça veut dire que je vais positionner ici un adjustment clip, un calque d'effet, et tout ce que je vais appliquer comme effet, ici, hein, sur cet adjustment layer, va s'appliquer sur tous les plans qui sont dessous. Si je veux, par exemple, appliquer un flou, le même, hein, exactement sur les deux plans, et bien donc, du coup, ce que je fais, je mets ici mon adjustment clip, et je vais chercher un flou gaussien, par exemple. Voilà. Hop. Et donc, vous allez voir que maintenant, je vais retrouver, donc, mes deux plans ici, tous les plans qui se retrouvent en dessous de mon calque d'effet hein, vont donc être affectés par les effets que je place en dessous. Très pratique, ça peut vous servir dans de nombreux cas de workflow. Je vous en reparlerai avec plus de précision lorsque je referai des tutos sur quelques effets de compositing de la page Edit. En attendant, je vous invite à revoir donc mon tutoriel sur le compositing dans la page Edit. Donc vous allez pouvoir vous servir de ça pour appliquer des effets sur plusieurs plans à la fois. C'est plutôt pas mal du tout. Et tant que je parle d'effets, eh bien, il y a également une nouveauté au niveau de l'animation quand on l'utilise. Dès à présent, contrairement à Resolve 15, vous allez pouvoir que, voilà, on peut aller directement, en fait, vous voyez, sur les Resolve FX qu'on a rajouté auparavant. Lorsque vous utilisiez l'animation directement dans le timeline, vous ne pouviez agir que sur les points qu'on retrouvait dans l'inspecteur et pas sur les OpenFX. On retrouve directement ici, vous voyez, je retrouve mon Gaussian Blur. Donc, je retrouve les paramètres de mon Gaussian Blur que je vais pouvoir animer. Donc, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, ici, avec mon Gaussian Blur, c'est tac. Hop. Tac. Et je vais pouvoir, hop, animer les paramètres de mes différents effets. Vous voyez, ce qui est plutôt pratique, ce qui est vraiment bienvenu. Voilà, toujours en restant dans les effets, nous avons à présent pas mal de générateurs Fusion, d'OpenFX, regardez ici dans les titres, de Fusion Title qui ont été ajoutés. Je vous invite vous-même à les tester, à savoir aussi que la gestion des Fusion Title a été améliorée, hein, donc à savoir au niveau des performances, on utilise plus le CUDA, etc., l'optimisation NVIDIA pour qu'il soit plus rapide. Donc par exemple, je pourrais prendre ici un titre, voilà. Voilà, c'est d'ailleurs celui qui a été utilisé dans la présentation de Blackmagic de DaVinci Resolve 16. Donc voilà, je peux par exemple aller ici. Donc du coup, vous verrez que ces titres sont probablement, si vous avez une bonne machine, plus rapides et mieux optimisés à employer directement dans la page Edit qu'auparavant dans la version 15. Voilà, je vous invite à tester par vous-même, hein, il y en a plein, dont certains que j'ai ajoutés moi-même manuellement. Donc je vous invite vraiment à tester, hein, ici dans la palette d'effets. Pour conclure sur la page Edit sur une magnifique nouveauté qui vient d'arriver également, l'intégration de Frame.io. Alors, je crois que je n'ai encore jamais parlé de Frame.io sur ma chaîne, sur mon blog. En fait, qu'est-ce que Frame.io pour ceux qui se posent la question? Frame.io, c'est un outil, un service, un peu comme un service dans le cloud, comme propose Apple avec iCloud, sauf que donc c'est un service orienté édition collaborative vidéo. Il y a intégration avec Premiere, il y a intégration avec Final Cut Pro 10. Supposez par exemple que vous vouliez travailler collaborativement avec des monteurs qui se retrouvent aux quatre coins du monde. Si vous voulez faire de l'édition collaborative avec Resolve, directement avec Resolve, c'est tout à fait possible, mais là à ce moment-là, vous devez configurer votre propre serveur, votre serveur PostgreSQL, etc. Et donc, il existe une solution pour les monteurs, étalonneurs qui travaillent en réseau, qui n'ont pas leur propre serveur, qui s'appelle Frame.io. Vous pouvez voir ici les prix. En fait, vous allez donc payer un service. Ce service, vous allez disposer d'espace de stockage, hein, comme vous le voyez. Hein. Vous pouvez choisir au mois ou à l'année. Vous allez donc, je vais prendre au mois ici, pour 19 $, ce qui fait à peu près 16 euros, un peu moins de 17 euros, vous allez pouvoir donc disposer d'espace de stockage sur un disque dur en serveur. Vous allez pouvoir disposer donc d'une interface et vous allez pouvoir tout de suite échanger, donc travailler sur un projet et échanger avec une interface donc intégrée dans Resolve, communiquer avec ceux avec lesquels vous travaillez, importer vos rushs,
travailler dessus, que le gars voit après vos modifications directement sur son propre utilitaire de travail Frame.io. C'est super pratique, hein, c'est génial pour ceux qui veulent travailler collaborativement et qui n'ont pas ni les moyens, ni le temps, ni la main-d'œuvre hein, pour instaurer leur propre serveur PostgreSQL. Je vous invite à aller voir ici, je vous mets le lien en description de Frame.io et je vous mets ici. Il y a une vidéo qui a été faite par Frame.io justement pour montrer l'intégration dans Resolve 16 qui fonctionne plutôt bien. Je vous invite à aller voir tout ça, les liens sont en description. Donc ça c'est très pratique, actuellement ça fonctionnait avec Premiere, avec Final Cut Pro 10, on n'avait pas encore ça dans Resolve, et bien maintenant c'est réglé. Donc tous ceux qui me demandent, parce que je sais qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont demandé éventuellement de l'aide en ligne, eh bien n'hésitez pas, hein, je crois que je vais me prendre un compte Frame.io pour pouvoir travailler collaborativement avec tout le monde. Hein. Merci. Hein. Voilà, donc ce sera tout pour la page Edit. Maintenant, allons dans ma page préférée, la page Color. Alors, commençons par quelques nouveautés assez simples, puisqu'on a parlé du Deep Learning et de l'intelligence artificielle intégrée dans Resolve par Blackmagic. On s'en sert ici pour, par exemple, un nouvel outil, un outil qui peut être assez utile, qui est ici, si je vais dans Color, le Autocolor, raccourci Alt-A. À quoi ça sert? Regardez. Voilà. En fait, automatiquement, ça ne fonctionne pas du tout ici, mais donc automatiquement, Resolve adapte la couleur pour corriger votre image, supprimer la dominante, rétablir le contraste. Bon, ça ne marche pas super bien ici. J'ai fait des tests qui étaient beaucoup plus convaincants sur Quatuor. Je vais le charger pour qu'on refasse ce test d'ailleurs. Voilà, je vous avais montré dans mes premiers tutos sur l'étalonnage dans Resolve 15, comment appliquer votre conversion, équilibrer votre plan manuellement. Je ne vous ai pas encore montré les luttes. Donc maintenant, vous avez le nouvel outil qui est l'autocolor. Donc si je fais ici Alt-A, voilà. Vous voyez ici, j'ai obtenu des résultats beaucoup plus pertinents. Ici, ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Cet autocolor, vous voyez tout de suite que la correction est plus que convaincante hein, pour l'équilibrage de nos couleurs, l'équilibrage de notre contraste, de notre saturation. C'est plutôt pas mal. Ce qui serait intéressant, c'est de l'intégrer également dans la page Edit. Je crois qu'il y a beaucoup de monteurs, et notamment dans la page Cut. Je crois qu'il y a beaucoup de monteurs rapides, monteurs news, qui seraient intéressés de pouvoir faire une conversion, un équilibrage manuel, un équilibrage automatique directement dans leur montage. Ce serait vraiment pratique. Autre petite nouveauté très sympathique. Si vous allez maintenant à présent dans View, vous avez ici Viewer Channels. Directement, sans appliquer d'effet, sans appliquer quoi que ce soit, vous pouvez visualiser ici mon canal rouge, ici mon canal vert et ici mon canal bleu. Alors, vous pouvez voir ici que c'est noir et blanc. Pourquoi? En fait, ce que vous avez ici, je vous rappelle, réciproque, ceux qui ont bien lu mon initiation à l'étalonnage, dans un canal de couleurs, si vous avez plus de couleurs sur une telle saturation, en bleu, en vert ou en rouge, ça signifie donc que la luminance de ce canal de couleurs est plus élevée, hein, comme on peut le voir sur la parade, hein, ici. Donc vous pouvez voir ici que j'ai mon bleu qui est beaucoup plus élevé, hein, on le voit ici sur la parade, mon rouge beaucoup moins, mon vert un peu plus. Et donc ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est directement voir cette différence de luminance sur chacun de vos canaux directement en allant dans View. Donc vous voyez ici par exemple le visage est plus éclairé parce que mon visage contient plus de nuances de rouge et on le voit sur la parade ici. J'ai mon rouge, vous voyez ici qui est plus élevé que mon vert que mon bleu. Tout le reste, autour du reste ici, on a une luminance qui est beaucoup plus élevée en bleu qu'en vert qu'en rouge et on le voit. Hein, donc si je vais ici View sur mon Channels vert, on peut voir ici que tout de suite la luminance est plus élevée, hein, ici à tout. Et si je vais sur bleu, on peut voir ici que c'est encore plus élevé hein, au niveau de mon channel bleu. Voilà, c'était possible de le faire dans la version 15, mais il fallait pour ça aller dans le RGB Mixer, afficher chacun des canaux indépendamment, ou bien utiliser ce qu'on appelle un splitter combiner comme node. Ici, vous allez pouvoir directement le voir avec l'option View, sans devoir appliquer d'effet, très pratique. Donc, si vous voulez justement être sûr de votre canal bleu, sur à quelle luminance il est, votre canal rouge, votre canal vert, etc. Très pratique, très utile. Voilà, ça, c'est vraiment bienvenu. Alors, une nouveauté que vous avez certainement vue du premier coup d'œil quand on va sur nos courbes. Regardez, il y a quelque chose qui s'est ajouté. On voit ici un histogramme. Ça, c'est assez génial également. J'ai beaucoup parlé dans ma formation couleur de parade, de vectorscope, de waveform. J'ai pas beaucoup parlé d'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est tout simple. C'est axe X, la luminance, axe Y, nombre de pixels. Ici, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de pixels ici, hein, beaucoup de zones de l'image qui sont très sombres, donc on retrouve ces zones ici. Et on a ici des zones bleues hein, qui sont plus élevées, on les retrouve ici, vous voyez, hein, on a une luminance bleue qui est plus élevée et un nombre de pixels assez élevé du bleu, c'est ceci. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve ici.
hein. Voilà. Et donc du coup, ici maintenant, vous allez pouvoir directement sur votre courbe. Auparavant, ça n'était pas possible, hein, ça se présentait. Regardez, vous pouvez désactiver l'option en allant ici, histogramme et faire off. Donc ça se présentait comme ça. Du coup, il fallait se baser sur la parade ou sur le waveform pour se dire, voilà, je vais agir plus ou moins dans cette zone. Donc c'est ici que je dois aller cliquer. Maintenant, vous allez pouvoir directement. Donc si je fais ici, histogramme, je vais mettre dans un premier temps sur Input, vous allez pouvoir voir donc votre histogramme et vous allez pouvoir sélectionner. Par exemple, si je veux que les lumières bleues ici soient plus élevées, je vais pouvoir directement sélectionner. Tac, ici ma luminance. Hein, et hop, vous pouvez voir que hop, j'agis tout de suite dans la zone, hein, que je voulais monter. Je vais baisser un peu celle-ci. Voilà, vous pouvez voir que hop, j'agis directement sur ces zones-ci, hein, ici. J'agis également sur le rouge, hein, parce que mon rouge est bien sélectionné par ma courbe. Très pratique. Et vous pouvez voir donc ici que l'histogramme ne se modifie pas, c'est normal, parce que je suis sur l'input. Je suis sur l'input, je peux passer sur l'output, voilà, qui est le même pour l'instant que l'input. Et donc du coup, si je sélectionne ici, vous pouvez voir que là, l'histogramme va s'adapter en temps réel pour vous montrer votre signal de sortie. Très pratique. Par ailleurs, parenthèse, vous pouvez voir que cet histogramme n'est pas en RVB, rouge, vert, bleu, mais bien en YRGB. On voit également notre signal Y, ce qui est vraiment pratique. Et vous allez voir que ça, c'est une nouveauté également qu'on va retrouver dans les scopes. Je vais parler de ça en fin de vidéo. Autre nouveauté très pratique, l'intégration de copier-coller les attributs dans la page Color. Par exemple, ici, ce que je vais faire une première correction de mon image. Voilà. Donc maintenant, si je fais ici de ma node un CTRL-C, je peux ici, sur une nouvelle node, faire un Past Attribute. Alors regardez, ça c'est assez génial. Voilà, vous avez la possibilité, cette fois-ci, vous voyez, de copier uniquement certains réglages de la note que vous avez copiée, ou tous, hein, voilà, en sélectionnant ici. Très pratique, parce que alors du coup, si vous avez par exemple fait un effet où vous avez utilisé un réglage que vous voulez retrouver, mais pas le reste dans une seule node, vous allez pouvoir directement prendre uniquement ce réglage et copier uniquement ce réglage-là directement sur une autre node. Très pratique. Voilà, ça c'est super chouette aussi, c'est plus que bienvenu. Il y a également une autre nouveauté au niveau de la galerie Stills, hein, ici, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc la nouveauté vraiment très pratique, c'est que je vais pouvoir sélectionner mes Stills et me positionner ici, Select Stills Grade. Je vais pouvoir voir directement par rapport aux différents styles que j'ai sélectionnés, l'application de ces différents styles sur la même image. Donc là, je suis sur ce plan-ci. Vous pouvez voir ici que je vois directement l'application, ce que ça donnerait ce style-là ou ce style-là, hein, qu'on voit ici, sur mon image. Je peux prendre un autre style. Voilà, et vous pouvez voir tout de suite, tac, 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 que le logiciel s'adapte, hein, tac, 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 voilà. Très, très, très pratique parce que du coup, vous allez pouvoir voir en temps réel, si vous avez sélectionné plusieurs étalonnages de style, vous allez pouvoir voir directement et comparer, donc, qu'est-ce que vous trouvez le plus pertinent. Et bonus, ça marche en lecture. Très très chouette, très pratique, les comparaisons entre vos différents styles. Et évidemment, bien entendu, cela fonctionne également avec les Power Grades. Ceux qui ne comprennent pas encore à quoi tout ceci sert, eh bien, je vous en parlerai dans un prochain tuto si vous avez suivi effectivement ma formation Resolve 15 jusqu'ici. Je ne vous ai pas encore parlé de ça. Alors, revenons maintenant sur les VFX. Je vais revenir ici sur les OpenFX. On a quelques effets qui ont été rajoutés. Ceux qui viennent de DaVinci Resolve 14 connaissent déjà le Face Refinement. Hein. D'ailleurs, Erwan a fait tout un tuto là-dessus, je vous invite à aller le voir. Et donc, on a maintenant un autre effet, le Beauty, hein, qui se trouve ici. Tac, que je vais pouvoir appliquer. Ce Beauty va vous permettre d'enhancer votre image, supprimer par exemple les défauts, les craquelures dans les peaux, etc. Un peu comme avec le Face Refinement. Voilà, on voit ici que j'ajoute du blur, etc. Je vous ferai un tuto dédié, c'est pas ici, évidemment, l'utilisation n'est pas tout à fait indiquée. Mais chose que je voulais vous montrer avec ça, et nouveauté qui est plus que bienvenue, si on va maintenant dans les keyframes, je vais sur mon correcteur 1, hein, exactement comme avec la page Edit, on retrouve ici, voilà, mon Beauty, à savoir maintenant, on va retrouver les OpenFX directement dans la page d'animation, et on va pouvoir animer nos OpenFX directement ici, avec la page d'animation dans la page Color. Très pratique, ça c'est vraiment une nouveauté chouette. Je vous invite vous-même à tester un peu les différents filtres qui ont été ajoutés. Attention, pour la plupart c'est Studio Only, hein, donc il faut avoir la version Studio pour les utiliser. Donc, je vous invite à vous-même les utiliser, je ne vais pas tous les parcourir ici. Celui sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. Ça c'est la grosse nouveauté qui est arrivée en même temps sur Premiere et After Effects en ce NAB 2019. Object Removal. Vous avez donc une fonction automatique qui permet donc de traquer un objet,
vous appliquez un tracker et vous allez ensuite donc retirer cet objet par rapport au fond, etc. pour enlever cet objet et qu'il ne soit plus visible dans l'image. Donc ici, j'ai pas vraiment de plan où c'est utilisable. J'ai essayé de l'employer sur un test sur Quatuor. Je vous montre ça rapidement. Je vais le refaire. Donc supposez par exemple que vous ayez un objet indésirable dans un de vos plans qui rend votre plan pas joli, comme par exemple ici la camionnette. Et bien ce que vous allez pouvoir faire, je vais créer une nouvelle node. Je vais aller chercher, hop, une forme pour traquer cet objet. Voilà, je vais appliquer un tracker. Voilà, le track n'est pas bien précis. Je vais plutôt faire une animation manuelle. Je vous retrouve dès que ceci est terminé. Voilà, j'ai plutôt une forme qui suit bien. Donc maintenant, j'ai fait rentrer le masque ici, traquer, et ce que je vais faire Object Removal. Voilà. Et donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est Scene Analysis. Voilà, et il va m'analyser la scène pour retirer cet objet. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout. Je crois que c'est surtout parce que j'ai pas vraiment de plan où cette fonction sera efficace. Il faudrait que j'ai un plan avec un objet plus sur un fond uni, moins sur une continuité comme ça. Je crois que ce test non concluant n'est pas une raison pour juger cette fonction non fonctionnelle. Il faudrait la tester plus en détail. Il faudrait utiliser les fonctions également. Donc voilà, j'expérimenterai ça moi-même un petit peu plus longtemps. Mais voilà, en attendant, c'est vrai que ce premier test n'est pas concluant. Bref, voilà. Et donc pour finir, je vais faire un CTRL Home et je vais réappliquer Alt A, ma correction colorimétrique automatique. Je vous propose donc pour conclure en beauté de voir la fonction qui m'a le plus impressionné et qui est plus que formidable dans cette page couleur. Les vidéoscopes. À première vue, rien de changé. Et pourtant, regardez par exemple, je vais aller sur la parade. Regardez, il y a quelque chose qui s'est rajouté là. Le Y, on peut voir notre parade en YRGB. Moi qui justement ai dû repousser le dernier tuto sur les barres primaires parce que je n'arrivais pas, parce que c'était difficile de vous expliquer la nature du Y, j'ai quelques outils ici qui vont permettre de le faire de façon un peu plus claire. Donc voilà, vous allez ici sur les options. Vous voyez, vous pouvez choisir YRGB, RGB classique, ça c'est la parade comme elle est affichée, YRGB, et YCBCR. Vous pouvez voir également la parade en YUV. Je reviendrai sur ce que signifie ce signal-là. Ça, c'est vraiment pratique, ça manquait dans DaVinci. Vraiment super. Vous avez la possibilité d'afficher les extends. Je reviendrai dessus, c'est pour montrer les overshoots et les undershoots de votre signal. Toutes les pics, les pics les plus élevés qui ne sont pas forcément visibles parce que trop fines. Voilà. Vous pouvez le décoloriser pour le laisser noir et blanc ou le coloriser. Voilà. Même chose pour votre waveform. En RGB, en CRCB ou en Y, très facile, très simple. Vous pouvez également en Y le coloriser ou pas. Si vous avez du mal à visualiser votre waveform à cause du bruit, vous pouvez dès lors utiliser un filtre pour mieux voir son spectre. Ici, son spectre détail dans les zones un peu plus floues, comme ici. Très pratique. Et notre vectorscope, notre charmant vectorscope qui à présent, vous pouvez le voir, est teinté. Il est colorisé. Regardez. On peut le voir maintenant en couleur, ou le décoloriser. Auparavant, on le voyait toujours en noir et blanc. Et grosse nouveauté, je me demande pourquoi personne n'a pensé à ça avant, on peut voir votre vectorscope sur les basses, sur les moyennes et sur les hautes. Super pratique, ceux qui ont suivi mon premier tuto sur les roues, les premières roues, ben voilà, vous allez pouvoir directement afficher maintenant sur le vectorscope où en est votre couleur au niveau de vos lift gamma gain. Je me demande pourquoi personne n'a pensé à ça avant. C'est plus que génial. Même chose donc sur votre histogramme, qui peut à présent s'afficher aussi en YRGB. Très pratique. Et pour finir, regardez-moi ça, un nouvel outil scope, un nouveau scope, qui vous affiche directement, ça c'est ce qu'on appelle l'espace CIE, l'espace lab, tout ce que l'œil humain moyen peut percevoir comme couleur, et on peut voir directement notre spectre de couleurs dans le gamut, dans l'espace colorimétrique défini. Cerise sur le gâteau, regardez. Je vais aller dans le color management et je vais changer par exemple pour du rec 2020. Voilà. Tac! Ça, c'est dynamique. Ça se modifie en temps réel. C'est pas cool ça? Ça c'est formidable. Ça franchement, là je dis bravo. Ça c'est absolument formidable. Pour vérifier votre broadcast safe, pour vérifier que vous ne sortez pas de votre gamut, etc. Boah, la vache. Ça c'est génial. Ça, ce sont vraiment des nouveautés qui sont
plus que bienvenus et qui vont considérablement monter notre précision en étalonnage. J'adore. Voilà, ben écoutez, je crois que la vidéo est assez longue. On va en rester là pour aujourd'hui. Je suis très enthousiaste sur ces nouveautés Color et sur quelques-unes des nouveautés Edit. Je vous retrouverai le plus vite possible pour parler de cette nouvelle page Cut, qui est un peu un ovni dans ce DaVinci Resolve 16. Merci à tous de m'avoir suivi. Désolé si la vidéo ne vous apprend pas grand-chose de plus que ce que a montré la vidéo de Blackmagic sur les nouveautés. Mais voilà, au moins vous en avez une en français. Vous avez le premier retour d'un utilisateur chevronné. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour reparler encore de Resolve 16. Merci à tous, à très bientôt.